Alors, donc du coup, je vais vous parler des idées reçues autour du risque suicidaire. Pourquoi, les idées reçues? Parce qu'il y en a beaucoup et pourquoi j'ai fait ce choix? C'était un peu en écho avec l'intervention de tout à l'heure de Jean-Baptiste Alexanian sur, pourquoi les médicaments psychiatriques font-ils si peur? Je me suis dit: «Bon, on va compléter ça avec quelles sont les idées qu'on peut avoir autour du suicide qui sont fausses. Je mets mon chronomètre de façon à tenir mon timing. Alors, donc, je vais vous nommer un certain nombre de mythes. Euh, alors, le premier mythe, je vais commencer par le plus important, comme ça j'aurai le temps, si jamais il y a besoin d'aborder les autres. Le plus important, c'est on ne peut pas créer l'envie de mourir à quelqu'un en lui posant la question: «Est-ce qu'il a envie de mourir?» Ça, c'est très, très, très important. Ce n'est pas parce qu'on demande à quelqu'un qu'il a envie de mourir qu'on va lui donner l'idée d'avoir, heu, de faire un passage à l'acte au niveau suicidaire. Pourquoi c'est important? Parce que, heu, les idées suicidaires, ça fait partie de ces sujets tabous qui ne peuvent pas être abordés de manière fluide. Et du coup, il va y avoir une barrière qui va se mettre en place au niveau d'une personne. Et en fait, en posant la question, on autorise d'une certaine façon la personne à en parler. Et la plupart du temps, ça amène un soulagement si la personne a des idées suicidaires. Oui, ok. Et donc, du coup, ça amène un changement, c'est-à-dire que la personne va pouvoir être aidée, soutenue par rapport à ses idées suicidaires. Par rapport à ces idées suicidaires, on a aussi cette notion de courage ou de lâcheté. Le courage, c'est voilà, si jamais il est passé à l'acte, c'est quand même pas rien, c'est un geste courageux. La lâcheté, il n'a pas supporté, il était trop faible. En faisant ça, on pense en termes de choix et on projette notre conception du suicide sur l'autre. Mais en réalité, le suicide, c'est pas un choix, mais c'est un manque de choix. Euh, on appelle ça l'entonnoir, c'est-à-dire que petit à petit, il va y avoir une... attendez, il faut que je désactive la salle d'attente. Petit à petit, il va y avoir un entonnoir qui va se mettre en place avec un certain nombre de solutions qui petit à petit vont se réduire jusqu'à arriver à l'idée suicidaire. L'idée suicidaire, c'est la volonté de mettre fin à la souffrance. Alors attention, hein, quand je parle de suicide, je ne parle pas des suicides philosophiques, de l'euthanasie. Non, moi je parle du suicide de manière globale. Je ne vais pas rentrer dans des discussions éthiques qui mériteraient des conférences d'une heure à une heure et demie. Euh, Est-ce que du coup le suicide est un choix personnel? Le suicide n'est pas un choix. Je me souviens d'une étude qui avait été réalisée à Angers, où on demandait à 1 an après aux personnes qu'on appelle les suicidants, c'est-à-dire des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, est-ce que, pour faire simple, hein, je simplifie, est-ce qu'ils étaient contents d'être en vie ou pas, quoi? Et la grosse, grosse, grosse majorité des personnes disaient oui. Donc, lorsqu'on a une personne suicidaire, c'est une phase transitoire qui peut passer et qui peut amener après à une très belle qualité de vie. Et ça, c'est important. Vraiment, le passage à l'acte suicidaire,
c'est la suppression de toute une vie derrière et c'est pas parce qu'une personne est en souffrance à un instant T qu'elle ne peut pas être, plus épanouie à un instant T plus un. Et vraiment ça je le vois, dans mon métier de psychiatre, c'est un fait. Heu, alors les personnes qui se suicident souffrent souvent d'une maladie mentale. La réponse est oui, mais pas que. Toute personne peut être concernée, et du coup, il n'y a pas de discrimination entre les riches et les pauvres, entre hommes et femmes, voilà. Toute personne peut, à un moment, avoir des idées suicidaires. Il y a des histoires de proportions, de statistiques. Par exemple, chez les agriculteurs, il va y avoir plus de passages à l'acte suicidaire et plus de suicides. Les hommes vont se suicider plus que les femmes parce qu'ils vont utiliser des moyens plus dangereux, comme, je ne citerai pas ces moyens. Donc voilà. Autre mythe, suicidaire un jour, suicidaire toujours. Euh, c'est pas parce qu'une personne a fait un passage à l'acte qu'elle renouvellera forcément cet acte. Et c'est pas parce qu'une personne a fait plusieurs passages à l'acte qu'à un moment, ça ne peut pas s'arrêter. Encore une fois, le suicide, c'est une réponse à une souffrance. Je me souviens d'une personne justement en soins palliatifs qui disait l'euthanasie, en réalité, euh, si la personne, on lui soulage sa douleur, la personne ne demande plus l'euthanasie. Ce que la personne demande, c'est d'être dans le confort. C'est très court, 7 minutes, donc je balaye plein de choses. Il est probable que j'ai des imprécisions, etc. Euh, donc, du coup, moi, pour la conclusion, avant de passer à vos questions éventuelles que vous pourrez poser sur le chat, bah, ma conclusion, c'est vraiment cette phrase. On ne crée pas d'idées suicidaires en demandant à quelqu'un est-ce qu'il a envie de mourir. Si on est inquiet pour lui, on lui pose la question et c'est pas ça qui va amener à un suicide. Par contre, en lui posant cette question, on peut potentiellement lui sauver la vie. Donc, vraiment, forcément, cette préparation était un peu décousue, mais si vous partez avec ce message-là, je considère que mon intervention aura été utile. Merci. Alors, à présent, je vais voir dans la conversation si on a des questions. On n'en a pas pour l'instant, j'ai l'impression. Tac. Ok. Donc, en attendant que des questions apparaissent, il y a la question de l'hérédité du suicide. Est-ce que le suicide est héréditaire? Euh, c'est compliqué. Il y a plein de paramètres, l'hérédité du suicide, voilà. Par contre, il y a une chose qu'on sait, c'est que lorsqu'il y a un passage à l'acte dans une famille, ça augmente le risque de passage à l'acte dans cette même famille. Comme si, encore une fois, c'est simplifié, etc., mais un peu comme si ça donnait l'autorisation aux proches euh, de se suicider. Donc, voilà, ça c'était un petit point complémentaire. Euh, Est-ce qu'on peut stopper quelqu'un qui a l'intention de se suicider? Bon, je crois que vous avez compris que le message était clairement oui. Oui, on peut sauver la vie de quelqu'un. C'est pas parce qu'une personne à un instant T dit qu'elle a des idées suicidaires que elle ne pourra pas ne plus en avoir. Et on sait que euh, il y a un risque de nouveau passage à l'acte chez un suicidant, donc quelqu'un qui a fait une tentative de suicide dans les 3 à 5 jours après le passage à l'acte. Donc c'est très important cette période. Et ensuite, si la personne est prise en charge, il peut vraiment y avoir une levée des idées suicidaires.
éventuellement par les traitements, mais c'est une autre histoire qui sera peut-être abordée par le docteur Alex Sagnan. Pour terminer, je répondrai à Julien Derdour qui me demande un petit mot sur l'effet Werther et le programme Papageno. L'effet Werther, pour expliquer, c'est l'effet des médias sur la quantité de suicides dans une population. Euh, pour vous donner une idée, quand Dalida est morte, on a vu une augmentation du nombre de suicides dans la population. Il y a plusieurs stars comme ça, Nirvana, qui... et pourquoi cela? Eh ben, en fait, ça va dépendre de la façon dont le suicide va être présenté dans les médias. Est-ce que le suicide est présenté sous la forme d'un acte courageux, quelqu'un qui est allé au bout de ses convictions, ou alors l'effet Papageno, qui est l'effet inverse, c'est-à-dire une façon de communiquer sur le suicide. Le programme Papageno, c'est essayer de former les journalistes pour, lorsqu'ils parlent du suicide, ne pas augmenter le risque suicidaire dans la population. Voilà, donc c'est la fin de mon intervention. J'espère que euh, ça vous aura plu. Et je vais à présent passer la parole à Julie, Julie Douin, qui va nous parler du tarot de Marseille façon Jodorowsky. C'est à toi, Julie. Je ne sais pas si en désactivant le micro, j'ai autorisé les gens à réactiver. Est-ce que tu es par là? Je te vois. Hop. Ouais, Et ça y est. ça y est. Salut. Est-ce que là tu m'entends bien? Est-ce que le micro il marche bien? Ouais, ça marche super bien, ouais. Eh ben, merci pour l'invitation et puis bah, merci pour ta présentation avant, c'était hyper intéressant. Merci. Du coup, bah, moi je vais vous parler de ma passion qui est le tarot de Marseille et je vais vous le présenter façon Jodorowsky. Donc Jodorowsky, il y a sûrement plein de gens qui se disent «Ah, je connais ce nom». Jodorowsky, c'est un artiste protéiforme, qui est connu pour ses films, parce que c'est un réalisateur notamment de films complètement barrés des années 70, El Topo, La Montagne Sacrée. C'est aussi un grand scénariste de bande dessinée qui a collaboré avec Möbius. Et c'est un gars bien porté sur l'ésotérisme, mais d'un point de vue très artistique, un regard très artistique sur l'ésotérisme. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il y a un micro qui fonctionne là? Ah, check. Comment ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est bon, tu peux continuer, Julie. J'ai gagné du temps, ouais. Euh, alors, pourquoi façon Jodorowsky? Parce que quand on pense au tarot de Marseille, on se dit oui, on va connaître son avenir, on va savoir si on va rencontrer l'homme de sa vie sous 6 mois et demi. Eh bien, pas avec Jodo. C'est son surnom pour les intimes, n'est-ce pas? Parce que le tarot de Marseille, pour lui, c'est voir quelles sont un peu les vibrations au présent. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que là, les personnes portées sur la psychologie pourront être d'accord avec ça. Une prédiction, on a tendance à vouloir inconsciemment la réaliser. Voilà, si on nous dit il va t'arriver ça, on va tout faire pour que ça nous arrive. En tout cas, voilà, c'est un peu des idées qu'on entend. Donc, si on a une bonne prédiction, c'est génial. Si elle est mauvaise, c'est plus embêtant. Donc là, il n'y a pas de ça avec le tarot façon Jodorowsky parce qu'on voit voilà, qu'est-ce qui se trame sur le présent et on a des pistes de solutions voilà, face à une problématique. Et là, ce qui est pas mal, c'est que ça peut plaire autant aux gens qui sont très rationnels, c'est-à-dire en fait quelque part les archétypes, parce que le tarot de Marseille, c'est des archétypes. Bon, bah, voilà, ils ont des sens, ils ont des symboliques. Bah, quelque part, on va y voir ce qu'on veut y voir, et du coup, ça parle de nous, donc c'est intéressant, c'est du bon matériau pour bien se connaître, parce que quelque part, c'est un miroir de nous. Et puis, si on veut y voir quelque chose d'un peu plus mystérieux, on peut aussi être servi parce que ça peut être assez surprenant des tirages.
Par exemple, si quelqu'un qui va poser une question, je sais pas, 2 semaines d'intervalle, et puis il a exactement les 3 mêmes cartes qui sortent. Bon, voilà, c'est le genre de choses un peu mystérieuses qu'on a avec le tarot de Marseille. Euh, donc, comme je vous disais, c'est des archétypes. Moi, je tire avec les lames majeures, donc il y en a 22, et c'est vraiment des idées fortes. Voilà, j'ai tiré là au hasard l'étoile, 17. L'étoile, par exemple, elle porte plein. Elle a un faisceau de sens qui vont avec elle. Donc, ça peut parler d'une jeune femme qui est très connectée dans sa vie, qui a trouvé sa place dans le monde d'un point de vue spirituel. Ça peut être quelqu'un qui tourne son énergie vers le passé. Ça peut être, si on voit l'étoile, ça peut être une star, pas une future star de cinéma. Voilà, elle a plein de sens qui lui sont attribués. Un petit clin d'œil à l'historique du tarot de Marseille. Je trouve ça assez rigolo parce qu'on peut. En fait, on ne sait pas exactement. C'est ça qui est assez fun. Donc, avec l'égyptomanie, on s'est dit, ah oui, ça vient de l'Égypte antique. Voilà. Bon, en fait, c'est pas si sûr que ça. Certains se sont dit, non, ça vient euh, pas des gitans, des bohémiens venant d'Inde qui auraient ramené ça. Oui, mais en fait, c'est pas forcément eux les plus anciens. Et du coup, actuellement, ce qu'on pense qui est le plus réaliste, c'est que ça viendrait au départ de jeux plutôt orientaux qui ont inspiré en Europe, principalement en Italie, et on les repère un peu de date, c'est vers le 15e, on sait on a des traces de jeux voilà, vers le 15e. Mais après, il y a plein de gens qui disent non, c'est largement plus ancien. Voilà, donc il y a une vraie part de mystère aussi. Pour la précision, le tarot de Marseille, c'est un jeu qui est, je crois, le plus utilisé en France. Mais pour ceux qui veulent s'adonner un peu à ce genre de choses, il existe voilà, tout un tas d'autres types de cartes. Il y a l'oracle de Béline qui est très connu, et puis voilà, il y a plein de types d'oracles. Mais le tarot de Marseille, il y a quelque chose, je trouve, de très très chouette. Est-ce que, du coup, Jean-Marc, est-ce que tu veux poser une question au tarot? Jean-Marie. Jean-Marie, pardon. Oh, Jean-Marie. Moi, je dis tout le temps JM. J'ai voulu faire sérieuse en donnant tes vrais prénoms, mais du coup, comme je dis JM. D'accord. Je vais poser une question au tarot. Euh, que vont penser les gens de cette soirée Zoom? Donc, du coup, là, je tire les cartes pour toi, mais en fait, voilà, je me connecte avec toi. Donc, Ok. pense à ta question. Comment je mélange? Donc là, l'idée, c'est que je les étale et je vais tirer 3 cartes. Et en fait, les 3 cartes vont se lire un peu comme une phrase. Donc, je tire celle qui m'appelle. Voilà, moi, j'ai pas d'histoire de couper en deux le tarot, quoi. Ok, alors, je vais inverser. Est-ce que je peux faire ça? Yes. Alors, donc, ok, cool. Ok, chouette. C'est assez intéressant parce que c'est très intéressant les chiffres qui sortent. Ils ont autant d'intérêt que les cartes elles-mêmes. Donc, par exemple, là, on voit déjà que c'est graduant. Donc, ça, c'est très positif. On va du 10, on passe par le 16, on arrive au 20. Donc, en plus, vraiment, là, on double du 10 au 20. Donc, là, on est vraiment sur des questions de. Là, on est sur une fin de cycle. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Voilà, donc c'est intéressant. Il y a une fin de cycle d'un point de vue matériel et là, il y a une fin de cycle d'un point de vue spirituel. Comme si, quelque part, peut-être que ça va apporter des réponses très concrètes à autant des questions très matérielles que des questions très spirituelles. Et comme si, je ne sais pas, hein, mais je ne me suis pas penchée en détail sur les thématiques de ce soir,
mais on est peut-être sur des choses qui peuvent vraiment, tu vois, tu parlais du suicide, on est quand même sur des questions de fin de vie potentiellement. Donc comme si finalement toutes ces questions pouvaient parler de, quelque part, d'une façon ou d'une autre, de fin de cycle. Voilà, on a commencé quand même avec quelque chose qui n'est pas anodin, le suicide pour voilà, le fin de cycle d'une vie, ou Mm. pas. Si c'est un suicide, on trouve une solution. Donc voilà, il y a déjà cette notion-là qui sort. On a avec la maison Dieu, on a l'idée qu'il y a des choses qui sortent. Alors, bien entendu, ça peut dire plein d'autres choses, hein. On peut même y voir une éjaculation si on est foufou. Mais, mais a priori, c'est plus l'idée de thématiques. Je garderai ça pour moi. Écoute, moi, je transmets les infos. Euh, mais on a voilà, une idée de connaissances qui se partagent dans quelque chose d'assez joyeux. Et on arrive sur, voilà, pour moi, en fait, là, c'est surtout cette idée de, on retombe sur cette notion de fin de cycle, mais là, quelque chose de très spirituel. Et voilà, encore une fois, on est sur une montée. Donc, écoute, je Mm. pense qu'on est sur une émission très réussie qui va être très bien perçue. On verra Merci les Julie. commentaires. Je t'en prie. Euh, Super, merci. J'ai essayé de dépasser parce que pour moi, l'intérêt était justement d'aller jusqu'au bout. Bon, c'est toujours rigolo ce genre de choses et forcément, bah, mon esprit va aller chercher des choses en lien avec. Donc, la notion de fin de cycle, là, c'est aussi le nombre de participants qui est en train de baisser et donc la possibilité que ce genre de conférence soit en fin de cycle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. Euh, du coup, moi, je voulais te poser une question toute simple. C'est, bah, tu apprends sur le tas, tu t'entraînes, tu as des formateurs, voilà, ce genre de... Comment tu Euh, as... alors, je me forme de différentes manières. Enfin, je continue à me former parce qu'en fait, ce qui est passionnant avec le tarot, c'est que en fait, si tu restes à regarder la même carte pendant longtemps, tu médites dessus, tu peux vraiment découvrir des choses, quoi. Donc, en fait, c'est sans fin l'apprentissage du tarot. Moi, je considère que je me débrouille pas trop mal, mais c'est rien par rapport à des grands spécialistes, tu vois, c'est rien. Euh, Comment je me suis formée? Donc, bon, déjà avec des bouquins hein, de Jodo, tout simplement, mais surtout en allant assister en fait l'ancien élève de Jodorowsky, Moreno, qui tire toutes les semaines le tarot gratuitement dans un café parisien, le café Minute Papillon. Et là, actuellement, pour ceux que ça intéresse, toutes les semaines, il fait son tirage du coup en live. Voilà. Et donc, en fait, de voir lui ses tirages, parce que du coup, c'est public, parallèlement, fait de moi-même le pratiquer, parallèlement, fait de lire des livres dessus, de le faire voilà, je peux le faire de façon professionnelle, je peux le faire forcément à mes amis, à ma famille. Enfin, du coup, je le fais pour moi-même. Donc, en fait, plus tu pratiques et plus je sais pas, plus c'est évident et plus je pense que ça développe aussi des choses, tu vois, de synchronicité, de choses comme ça. Ok, super. Merci beaucoup, Julie. Alors, du coup, on dépasse un peu le temps au niveau des questions. Du coup, je vais juste en prendre une qui soit courte, parce que je pense que si je te demande qu'est-ce que la psychomagie, je ne suis pas sûr que tu puisses répondre à une phrase. Euh, du coup, Thibaut Lebert, le futur intervenant qui va suivre, te pose la question. Quel est le rapport avec Jodorowsky par rapport au tarot normal? C'est juste que Jodorowsky, il a une façon particulière de lire le tarot, alors que si tu vas, je sais pas, dans une fête foraine et qu'il y a quelqu'un qui dit ah, je vais vous lire votre avenir, il va aussi utiliser le tarot de Marseille, mais lui, bah, il va typiquement lire l'avenir. Ce que va pas faire Jodo. Donc Jodo a un angle de vue particulier sur le tarot et a fait un travail aussi pour réétudier à la source les versions très anciennes de tarot. Donc il y a aussi un travail très très important de recherche dans ce qui peut sortir de ces cartes. Merci. Et je compléterai par le fait que Jodorowsky, c'est aussi un super réalisateur de BD. Et Linkal, c'est une très belle collection que je conseille aux amateurs de BD. Merci beaucoup, Julie, pour ton intervention, d'avoir accepté de jouer le jeu comme ça. Donc, super. Du coup, on va passer à Thibaut Lebert. Alors,
Thibault Lebert, qui est un grand passionné de cinéma et à qui on a réfléchi au titre. Et le titre, c'est Comment découvrir ou redécouvrir le cinéma en cette fin de confinement. Allez, faut que j'active ton micro manuellement. Bon, je vais te l'activer. Ou c'est bon, ton micro est Oui, activé. bonjour à tous. Moi, c'est Thibaut. Il faut savoir que j'ai 36 ans et depuis 1993, je suis devenu passionné de cinéma avec un film qui est passé récemment, hier, à la télévision sur TF1. Il faut savoir que d'habitude, hors confinement, je vois à peu près 300 films par an au cinéma. Donc j'ai une carte UGC MK2 et je vais donc en moyenne 6 fois dans la semaine au cinéma. Alors, il faut savoir que, comme vous le savez, les cinémas en ce moment sont fermés. Et donc, ça fait donc plus d'un mois que nous sommes confinés chez nous. Il faut savoir que la VOD cartonne. Les films qui devaient sortir au cinéma dans les semaines suivantes essayent, avec l'aide d'Amazon Prime, d'avoir une sortie, une visibilité. Il y a le film Forte avec la sœur de Ramzy Bedia qui est sorti. Et là, prochainement, dans les jours qui viennent, il y a le Pinocchio de Matteo Garonne. Il faut savoir que les audiences de films à la télé marchent très très bien. France 2, je ne sais pas si vous êtes au courant, diffuse tous les jours à 14h un film dit du patrimoine. Et personnellement, je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de films, de cinéma à la télévision. En fait, ce qui me gêne avec la diffusion de ces films, c'est que ce sont des films qui ont été de multiples fois rediffusés à la télévision. Je parle effectivement des fameux films de Louis de Funès. Les films sont très très bons, on est d'accord. Je pense à La Grande Vadrouille, il y a Le Corneau qui est passé récemment, Les Gendarmes qui sont repassés, les films du Splendide, Permis une ordure, Papier de la Résistance qui est passé 2 fois, Les Choristes qui est passé 2 fois. Et je me dis que France Télévisions ne prend pas assez de risques, ne montre pas l'exemple en diffusant des films populaires de réalisateurs, je dirais, plutôt inconnus ou des réalisateurs populaires, mais dont les films ne passent quasiment pas à la télévision. Je pense à Julien Duvivier, au film d'Agnès Varda, qui est récemment décédé. Je pense à Maurice Pialat. Personnellement, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un film de Pialat sur France Télévisions, et pourtant on paye une redevance télé. Donc voilà. Les films de Clouseau ou même des réalisatrices de la nouvelle génération. Je pense à Céline Sciamma et Tomboy ou Christophe Honoré. Alors, je sais que ce qui plaît aux Français, c'est le cinéma dans toute sa diversité. Et donc, j'ai pensé à vous conseiller certains films pour cette fin de confinement. Alors, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui se précipitent sur des films dits d'actualité brûlante. Je pense à Contagion de Soderbergh, à Alerte d'un réalisateur qui s'appelle Peterson, avec Dustin Hoffman. Et ça, c'est un peu des films qui sont un peu anxiogènes. Donc moi, ce que je... Thibaut, je vais écrire les films que tu dis sur le chat. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu veux que j'écrive sur le chat. Très bien, je vais te les dire maintenant. Ce sont des feel-good movies, des films qui font du bien. On sort de la séance, on se dit mais j'ai vu un très bon film et puis en plus il y a une bonne réalisation, il y a une bonne lumière. Alors ça peut traiter de films, de sujets durs, mais à la sortie du film, on est heureux. Alors je pense au film Le premier jour de ta vie de Rémi Besançon,
qui parle de la famille, de la fuite du temps, du deuil. Le deuil, c'est voilà, c'est un thème un peu dur, un peu grave, mais on sort de ce film, on est, on est heureux. Je pense au Cercle des poètes disparus, sur la transmission, la liberté d'expression. On parlait tout à l'heure du suicide. Donc voilà, ce sont des thèmes graves, mais quand on sort de ce film, Le Cercle des poètes disparus, on est bien, on est heureux. Je pense effectivement au Chariot de feu, avec les Jeux Olympiques. Je pense aux Virtuoses, où on parle de chômage, d'homophobie. Je pense à Whiplash, on parle d'harcèlement, de manipulation psychologique. Et je pense à Goodbye Lenin, c'est un film allemand sur une personne qui perd la mémoire et son fils fait tout pour que, enfin, elle a perdu la mémoire un laps de temps, un grand laps de temps, et son fils fait tout pour lui faire croire que, en fait, elle s'est réveillée 2 jours après son coma. Et ça, c'est un très très beau film que je vous conseille bien volontiers. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait 7 minutes. Ouais, à peu près. De toute façon, si tu as, on J'ai va dire qu'il d'autres te reste films. 30 secondes, Cinéma, 30 secondes, une le minute. Cinéma Paradiso, qui est très bien, très bien, très bon film. J'ai aussi Le Jeu de Fred Cavaillé. Ça, c'est une bonne comédie où effectivement, ce sont des amis qui se retrouvent à un dîner et qui disent on va jouer à un jeu, on va mettre tous nos téléphones et on va lire tous ensemble les messages, enfin, on va écouter les messages, on va lire les textos et il va se passer certaines choses. C'est avec Bérénice Bejo, Stéphane de Groot. C'est un très très bon film. Je pense aussi à La Belle Époque de Nicolas Bedos. Très très bon film. 2 mois, le nouveau film de Cédric Clapiche. C'est très très bon aussi. La vie scolaire, le deuxième film de Grand Corps Malade. Ça, c'est sorti cette année. Donc le premier jour, on l'a dit. Ah, pour les enfants, très très bon Pixar, Vice Versa. Les émotions dans la tête d'une petite fille, hein, Super pour comment la on psy aussi, appréhende hein. les émotions. Et puis peut-être un film que vous avez vu, mais que c'est toujours bon de voir, c'est Billy Elliot. Très très bon film. Voilà. Est-ce que j'ai Super. fait 7 minutes? Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est super. Au niveau du timing, on a dépassé un peu les 7 minutes. Mais c'est très bien parce que tout le monde va repartir avec des idées et je trouve ça super intéressant. Euh, Soyez curieux, découvrez des choses. Voilà, mm, c'est. mm. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait lieu à ce qu'il y ait des questions, mais si jamais il y a des gens qui euh, ont des questions, alors en Alors, avant, qu'est-ce que en tu penses avant de ce le- film-là? alors, niveau scénario, je trouve que Pixar, c'est un peu les meilleurs. Et effectivement, le twist, il y a un twist final et le twist, moi, m'a achevé. Je suis sorti de la salle, j'étais en pleurs. Je trouve que niveau dessin, ils auraient peut-être un petit peu fait mieux. J'ai vu de meilleurs graphiques dans d'autres Pixar, Hmm. comme vice-versa. Et puis la dernière Comme question, Coco. mais Coco, pardon. Coco, magnifique film, Coco. Hmm. La dernière question, alors je pense que bah, je te laisse te débrouiller. Oui, vas-y. Quel film as-tu préféré de tous les films jamais vus? Oula, alors, Bah oui, c'est chaud, hein? oui, bah oui, j'en ai à foison. Euh, je vais te donner un film français qui va sortir en Blu-ray pour la première fois qui s'appelle Mes meilleurs copains. Qui n'a pas très très bien marché au cinéma. C'est avec Christian Clavier, Jean-Pierre Bacry et Jean-Pierre Daroussin que j'ai vraiment vraiment adoré. Et sinon, dans les étrangers, qu'est-ce que j'ai aimé récemment? Bah, Parasite. Parasite, film sud-coréen. Je suis coréen d'origine. Hmm. Et voir le cinéma coréen Hmm. exploser, ça m'enchante. Super. Merci Voilà. beaucoup Thibaut.
Bah, moi aussi, je suis confiné et donc moi aussi, je vais piocher dans cette liste que tu nous as faite. Ce qui, Euh, ce qui est oui, bien, c'est que j'ai un ami qui m'a appelé hier en me disant Thibaut, on est en confinement, quel film tu me conseilles? Voilà. bon, alors on va passer à l'intervenante suivante. Anne oula, que je n'écorche pas son nom. Beaudenot, je crois. Est-ce que tu es par là? Et est-ce qu'il faut que j'active ton micro? Hop, euh, Ah oui. Par contre, est-ce que tu... Je crois qu'elle sait pas, ou elle est en train de se connecter à l'audio. Ah oui, on voit la caméra là. Euh, Oui, parce qu'il y a Anne Beaudenot et il y a Beaudenot. Donc, on attend qu'elle nous rejoigne. Toum, toum, toum. Alors, juste, je vois, oui, il y a la chaîne Creusel qui fait des bonnes parodies. Et effectivement, oui, je les regarde. C'est très, très drôle. Très, très drôle. Ça me fait bien marrer. Alors, en attendant que Anne arrive à se connecter, je sais. Ah, c'est bon. Est-ce qu'on t'entend, Anne? Bonsoir, Bonsoir. vous Ah, m'entendez, vous me voyez? oui, ça y est. J'ai Alors, désespérément essayé d'aider mon père à se connecter parce qu'il a mm, 85 ans, voilà. Et donc il est là en fait dans la salle, mais en fait on a un problème de son avec lui, donc voilà. il y aura une rediffusion sur YouTube et il pourra voir. D'accord. Alors, revirement complètement de sujet, et c'est l'intérêt de ces conférences, c'est d'aller dans tous les sens qu'on peut. Donc, Anne Beaudenot, tu vas nous parler de ce sujet sensible, les violences sexuelles sur mineurs, c'est à toi. D'accord, merci. Alors en fait, oui, je vais vous parler ce soir des violences sexuelles sur mineurs. Alors pourquoi est-ce que je souhaitais m'intéresser spécifiquement aux violences sexuelles sur mineurs? Eh bien, parce que les mineurs sont les principales victimes de violences sexuelles selon les enquêtes de victimation. Alors, qu'est-ce qu'une enquête de victimation? C'est une enquête qui est menée en fait par sondage, en interrogeant des gens, tout un public. Donc, une enquête qui permet, où on demande aux personnes si elles ont été victimes de violences sexuelles pendant leur minorité. Voilà. Donc, selon ces enquêtes de victimation, 81% des violences sexuelles débutent avant 18 ans. 51% ont même lieu avant 11 ans et 21% avant 6 ans. De surcroît, si les filles sont plus nombreuses à en être victimes, les garçons représentent une part également importante. Ainsi, les violences sexuelles concernent une fille sur 5 et un garçon sur 13, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est des données de 2014. Alors, ce qu'on constate chez les les mineurs victimes de violences sexuelles, comme d'ailleurs chez toutes les personnes victimes de violences sexuelles, c'est que ce type de violence est commis par des personnes connues des victimes pour la plupart. Et donc, ainsi sur les mineurs, les violences sexuelles sont commises à 94% par des proches. Et c'est même le cas de membres de la famille qui sont des auteurs dans plus de 50% des cas pour les mineurs, donc pour les personnes avant 18 ans. En d'autres termes, l'inceste représente la moitié des violences sexuelles sur mineurs. Donc, toujours selon des études de victimation, 6% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Et c'est même une proportion qui monte à 9% pour les femmes. Donc, en fait, sur la base des déclarations, il y a 4 millions de Français qui ont été victimes d'inceste. On peut supposer que ces données sont sous-évaluées pour deux raisons. Non seulement parce qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas déclarer avoir été victimes à la fois d'inceste et même de violences sexuelles en tant que mineures, parce qu'elles ne souhaitent pas le dire ou parce qu'elles n'en ont pas le souvenir, parce qu'il y a de nombreux cas d'amnésie traumatique. Voilà. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'était que du côté des agresseurs, la plupart des agresseurs sont des hommes, mais qu'il y a aussi des femmes et que leur nombre est d'ailleurs probablement sous-évalué puisque ça fait encore l'objet d'un plus grand tabou sociétal. Donc en fait, il faut retenir qu'il existe aussi des femmes agresseurs et que ça peut être même des femmes agresseurs au sein des familles. Dans ces conditions, on peut déplorer qu'il n'y ait aucune enquête portant directement sur les enfants victimes en France, c'est-à-dire pourquoi on n'interroge pas directement les enfants pour savoir s'ils sont victimes de violences sexuelles.
et pourquoi on attend finalement qu'ils soient adultes pour leur poser la question, parce que c'est un problème dans la mesure où déjà on sait que les violences sexuelles s'exercent particulièrement sur des personnes vulnérables, donc en particulier sur les enfants. Et ensuite, que effectivement, c'est très difficile d'en parler. Et il faut savoir aussi qu'il y a des conséquences sur la santé qui sont importantes. Les conséquences psychotraumatiques des viols, ce sont les mêmes conséquences que celles de la torture. Il y a beaucoup de conséquences tout au long de la vie des victimes, alors que ce soit sur leur scolarité, leur vie affective, leur vie sexuelle, leur vie sociale, avec un risque important d'être de nouveau victimes et ensuite également d'être confrontées à des situations de précarité. Alors, si on interroge les victimes, il y en a 96% qui font état d'un impact important sur leur santé mentale, 70% d'un impact important sur leur santé physique, 50% d'entre elles font des tentatives de suicide, 50% ont des dépressions à répétition et 50% des conduites addictives. Il faut savoir aussi que les violences subies dans l'enfance peuvent faire perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. Alors aussi, il faut savoir qu'avoir subi des violences sexuelles dans l'enfance est le principal facteur de risque d'en subir à nouveau pour les filles et d'en commettre pour les garçons. Alors effectivement, on voit que les conséquences sont importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les amoindrir s'il y a une prise en charge précoce des conséquences. Pourtant, on constate que la plupart des victimes sont non secourues. Ce serait, d'après effectivement des enquêtes, c'est 85% des victimes de violences sexuelles qui rapportent n'avoir été jamais ni protégées ni reconnues. Donc c'est un gros problème de santé publique qui reste largement non détecté pendant longtemps et qui donc coûte beaucoup plus cher parce qu'effectivement les personnes ont des conséquences sur du très long terme. Alors, c'est dommage parce qu'en plus, une prise en charge de qualité permet de traiter la mémoire traumatique et de réparer les atteintes cérébrales et d'éviter ainsi la majeure partie des conséquences sur la santé et la vie des personnes. Donc, il ne faut pas laisser les victimes sans soutien et donc, il convient dans un premier temps de dépister les violences. Donc, comment faire pour dépister les violences, en particulier sur les mineurs? Eh bien, en fait, c'est aux adultes de leur poser la question et de leur poser la question régulièrement de savoir s'ils ont subi des violences, s'ils subissent des violences. Parce qu'il faut savoir que pour les victimes, c'est très difficile de parler. Si elles sont trop petites, elles n'ont pas les mots pour le dire. Elles peuvent se sentir honteuses ou coupables. Elles peuvent penser que c'est mérité ou que c'est pas grave. On peut les avoir convaincues que c'était pas grave. Elles peuvent avoir peur des réactions violentes de leur entourage. Elles peuvent être victimes de menaces de la part des auteurs, à la fois à leur encontre et à l'encontre de leurs proches. Et puis aussi, elles peuvent souffrir d'amnésie traumatique totale ou partielle. Alors, il faut noter que ces amnésies sont très fréquentes. C'est un trouble de la mémoire tout à fait classique chez les victimes de violences sexuelles et c'est caractéristique d'un état de stress post-traumatique. Alors, quand cette amnésie se lève, qu'est-ce qui se passe? La mémoire revient généralement de manière brutale. C'est une mémoire qui est dite traumatique et en fait, elle se caractérise notamment par des flashbacks, des cauchemars qui font revivre les violences à l'identique, c'est-à-dire les mêmes sensations corporelles, la même détresse émotionnelle. Tout est intact en fait. C'est pas une mémoire qu'on dit autobiographique, comme on se rappelle d'un souvenir quand on est allé en vacances ou quoi, ou voilà, on a juste des souvenirs, je dirais, un peu livresques, pas tout à fait, mais voilà, qui ne sont pas aussi sensibles en termes émotionnels. Voilà. Donc en fait, l'existence, il faut savoir que l'amnésie traumatique est l'une des raisons invoquées par les associations de défense des victimes pour demander de rendre rendre les violences sexuelles sur mineurs imprescriptibles. Il te reste 30 secondes à peu près, mais si jamais il y a besoin, tu runs sur les questions, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, il y a un délai de prescription. Sur les viols sur mineurs, c'est 30 ans après la majorité. Sur les agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, c'est 20 ans après la majorité et 10 ans pour une agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans. Alors, j'ai presque fini, je coupe un peu.
En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je coupe un peu, c'est dommage, j'avais des choses à dire, mais bon, il faudra préciser Ah, bien c'est sûr. frustrant, hein? Oui, 7 non, mais minutes, en plus, j'étais c'est perturbée court, hein? par les histoires de mon père, donc j'étais un peu stressée. Ah Donc, là là. voilà. Parce que sinon, ça tenait dans le format. Voilà. Alors, que faire pour aider une victime concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez faire là si vous connaissez un enfant, un adolescent qui subit des violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas seulement les violences sexuelles, vous devez contacter le 119. Et si vous sentez démuni sur les actions à mener et si vous-même avez été victime, vous pouvez solliciter des associations de défense des victimes, comme Le Monde à travers un regard qui lutte notamment contre l'inceste et la pédocriminalité. Et vous pouvez aussi vous documenter sur les conséquences médicales des violences et la manière de les traiter sur le site de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Je termine en disant que votre soutien est déterminant pour le devenir des victimes et qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà. D'accord, super. N'hésite pas après à mettre les liens ou les numéros que tu as évoqués sur le groupe de conversation. Alors, D'accord. une question. Monsieur Delamarre demande d'envoyer les chiffres détaillés des enquêtes. À ce moment-là, tu pourras me l'envoyer par mail et je transférerai à Monsieur Delamarre. Donc, Volontiers. Kina, comment définirais-tu l'agression sexuelle? À partir de quel moment parle-t-on d'agression sexuelle? Alors, l'agression sexuelle, c'est le fait de toucher les parties sexuelles d'une personne. En fait, j'opposerais. Alors, peut-être que ma définition n'est pas assez précise. En fait, j'opposerais déjà l'agression sexuelle au viol. Viol, il y a une pénétration. L'agression sexuelle, il n'y a pas de pénétration. Et puis, la définition d'une agression sexuelle aussi, c'est qu'il faut que ça remplisse, justement, je voulais en parler, différents. Attendez, parce que je les oublie toujours, il y a quatre critères. Je les retrouve un instant. Alors, c'est contrainte, menace, surprise et le quatrième. Oui, violence, contrainte, menace ou surprise. Sachant que la contrainte peut être une contrainte d'ordre moral. Dans le cas où effectivement on touche les parties sexuelles d'une personne et que ces critères ne sont pas remplis, ça peut être une atteinte sexuelle. C'est d'ailleurs un gros problème parce qu'en fait, les associations demandent que pour les moins de 15 ans, on considère que c'est toujours des agressions sexuelles parce que en fait, les enfants ne peuvent pas consentir à des actes sexuels, ça n'a pas de sens. Et effectivement, demander de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, alors que l'agresseur peut jouer le jeu de l'affection et tout, et que l'enfant il est complètement démuni, ça n'a pas de sens. Et c'est un gros problème, ça, le problème de la qualification juridique des faits, parce qu'on voit couramment sur des petits et des petites des agressions sexuelles qui sont requalifiées en atteintes sexuelles, et donc les enfants sont considérés comme consentants, et les peines pour les auteurs sont ridicules. Voilà. Ok, bon, Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. je ne sais pas, mais en tout cas, sujet très lourd que tu as pu, on sent la passion qui t'anime. N'hésite pas vraiment à donner des liens Ça pour marche. que les personnes puissent voilà, avoir des informations complémentaires. D'accord, je Euh, suis désolée, j'espère que c'était pas trop décousu parce que du coup, ouais, j'étais un peu hmm, stressée par cette histoire de. non, 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 bah oui, le père qui vous Ah laisse oui, connecter. Donc, ouais. j'enverrai le lien YouTube hein, sur Twitter. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Donc, on va passer à Isabelle Bulourde. Et de nouveau, on change complètement de domaine, puisque ton sujet, c'est la différence entre réussir et se réaliser. J'ai activé ton micro. En principe, on t'entend. Est-ce que tu nous Ok, entends? Ouais. ouais, je vous entends. Ouais. Bonsoir tout le monde. Oui, voilà, je me suis intéressée à ce sujet. En fait, enfin, c'est pas vraiment un sujet, c'est quelque chose qui m'est venu un petit peu comme ça en tête. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on entend souvent, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, je fais pas de généralité, mais on a pu entendre à un moment donné dans notre vie ou autour de nous, voilà, si on veut réussir dans la vie, alors il faut ceci, il faut cela. Et finalement, je me suis dit que réussir, c'était peut-être surtout quelque chose qui touchait au domaine du matériel, à tout ce qui était un petit peu factuel dans une vie. C'était peut-être à un moment donné faire le constat, voire même le jugement de ce qu'on avait su faire ou de ce qu'on avait
pu avoir en fait pour pouvoir juger de sa réussite. Voilà, on pourra dire de quelqu'un, il a réussi dans ses études, dans son parcours professionnel, dans son ascension sociale, ou du coup, il ou elle a une maison, un appartement, des enfants, etc. Parce qu'il y a cette notion d'inconscient collectif qui nous transmet en fait une certaine forme de croyance. Alors, tout le monde n'y adhère pas, bien entendu, mais il y a des gens qui se laissent un petit peu happer par cette croyance de l'inconscient collectif qui vise à dire que si on veut réussir dans sa vie, alors il faut avoir fait des choses pour pouvoir avoir des choses. Et donc, si on remplit ces conditions-là, alors aux yeux de la société, on aura réussi. Il ne faut pas oublier une petite chose, c'est que l'enfant n'a pas toujours été considéré comme une personne à part entière et qu'il y en a même encore actuellement, il y en a beaucoup qui ont été élevés à faire et non pas à être. Et par exemple, dans certaines maisons voilà, où il y avait toujours quelque chose à faire, voilà, certains, ça vous parlera peut-être, d'autres à qui on a dit bah, toi tu feras comme ton père et comme ton grand-père, donc finalement bah, pas trop le choix, ou alors c'est implicite, on ne le dit pas clairement mais c'est implicite, et voilà, etc. Il y a plein d'exemples, je ne parle même pas des parents qui veulent voir dans la vie de leurs enfants la réussite qu'eux n'ont pas eue. Alors c'est tout à leur honneur, mais voilà, c'est encore une fois dans le faire et pas dans l'être. Donc voilà, donc justement, voilà, le verbe être par rapport à tout ça, qu'est-ce qui devient? On se rend compte en fait que ces personnes qui sont installées dans leur situation professionnelle, dans leur maison, etc., qui ont finalement tout pour réussir, enfin qui ont réussi tout et qui ont tout pour être heureux sur le papier. Voilà, on se demande en fait pourquoi ces personnes un jour elles se réveillent en se disant qu'elles ne sont pas à leur place, que quelque chose en elles finalement n'est pas en accord, qu'il y a quelque chose un petit peu de dissonant. Bah, je pense que ces personnes, en tout cas une partie de ces personnes, encore une fois on ne va pas faire de généralité, mais une partie de ces personnes juste ont oublié d'être en fait. Elles ont oublié que ce qui compte c'est d'être en accord avec ses aspirations profondes, que l'important c'est d'écouter son intuition et non pas l'inconscient collectif, et que finalement il n'y a que comme ça qu'on se réalise vraiment. Et c'est là que quand on fait la différence entre réussir et se réaliser, quand on fait la différence entre le verbe faire et le verbe être, on prend conscience en fait de notre place et finalement il y a un sens en fait qui commence à se créer. En fait, on commence à voir un sens. Ces gens souvent vont se dire que voilà finalement que l'entourage soit fier, que je puisse briller aux yeux de la société, que je puisse réussir selon les croyances qu'on m'a inculquées pendant mon enfance. Finalement, c'est pas grand-chose face au respect de soi-même, face à être en résonance avec ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous procure de la joie en fait. On se rend souvent compte que ces gens, ils sont pas dans la joie, ils sont dans le faire et ils sont pas dans le plaisir. Ils ont d'ailleurs, pour certains, oublié cette notion de plaisir. C'est difficilement définissable, voire palpable. Et c'est des gens qui ont le cœur fermé, en fait, tout simplement, et parce que la joie, elle se situe au niveau du cœur, et qui ont oublié ce que ça faisait quand on vit quelque chose qui fait vibrer le cœur, en fait, qui fait vibrer parfois même jusqu'à l'émotion, jusqu'aux larmes, en fait. Donc finalement, je me dis, quand on commence à comprendre que cette petite voix qu'on appelle intuition, qu'on peut nommer comme on veut, nous conduit à cette voie, donc VOIE, ce chemin, en fait, qui nous est destiné, je pense qu'à partir de là, on peut commencer à se réaliser. Quand on commence à écouter, alors on peut envisager de se réaliser. Finalement, ça se définit comment? C'est-à-dire que la peur va se transformer en joie, l'ego va se transformer en humilité, le robot qu'on était va se transformer en oiseau. Et donc, quand on commence à faire ses propres choix en accord avec soi-même, on choisit sa place librement. En fait, on s'achète sa liberté, entre guillemets. On a juste envie d'être là où on a envie d'être, parce que ça fait sens, parce que ça nous nourrit en fait au plus profond. Voilà, je notais que se réaliser, en fait, c'est se trouver soi-même. Et pour moi, ça passe par la connaissance de soi. Ça passe par le fait de comprendre, de connaître et de comprendre son fonctionnement pour pouvoir ensuite l'accepter. Ça passe aussi par se libérer de ses fausses croyances, de ses blessures, de tout ce qui représente le poids de l'ego finalement, qui nous empêche, qui nous bloque en fait pour avancer. Finalement, quand on se réalise dans sa vie personnelle, professionnelle, peu importe, quand on se réalise, c'est qu'on s'autorise à exprimer sa vraie nature. Donc on a enlevé, on a libéré les peurs, on a libéré les jugements, les culpabilités, voilà, toute cette noirceur. On s'autorise à être perfectible, on se pardonne en fait, et on s'autorise à être
qui on a envie d'être, forcément différent de ce que la société, la famille, l'entourage attend de nous. Quand on se réalise principalement dans l'aspect professionnel, c'est qu'on commence à trouver du sens dans notre travail, c'est qu'on nourrit en fait l'enfant intérieur, on nourrit le cœur, hein, tout simplement. On prend du plaisir à être là où on a toujours voulu être au final, et en général, on sait qu'on a toujours voulu être, on n'a juste pas écouté. C'est ça qui est assez curieux. Donc voilà, finalement, je me dis, voilà, c'est en écoutant et en exprimant surtout, donc écouter, exprimer ses vrais besoins qu'on commence à se réaliser. Et forcément, c'est pas en voulant faire plaisir aux autres ou en voulant faire bonne figure, etc. Moi, je dis souvent à mes clients, voilà, pourquoi la personne la plus importante, c'est vous. Parce qu'en vous écoutant et en honorant vos propres besoins, vous trouverez votre place. Vous serez en accord avec vous-même, plus léger, débarrassé des peurs, dans le respect de vous-même. Il n'y a que de cette façon que vous pourrez accueillir l'autre inconditionnellement. Parce qu'on s'aime en soi, on s'offre l'occasion d'aimer l'autre. Et c'est dans ce sens que ça fonctionne. Voilà pourquoi la personne la plus importante, c'est vous. Je conclue vite fait, il me reste pas Ouais, il te longtemps. reste 30 secondes, quoi. Ouais, 30 secondes, ouais. Ok. Dans la définition qu'on peut trouver sur Internet, quand on regarde réussir, on nous dit que c'est mener à bien, avoir du succès exécuté. Quand on regarde se réaliser, c'est devenir ce que l'on a rêvé d'être. Donc voilà. J'arrête là, il y avait d'autres choses, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc n'hésite pas à compléter le temps que les questions arrivent. Ouais. S'il y a des choses qui te paraissent importantes. Ouais, j'avais juste mis en conclusion, voilà, il y en a qui vont se dire, voilà, c'est bien beau, etc. Mais encore faut-il avoir envie de s'écouter, en fait, pour oser se réaliser. Beaucoup vous diront combien il est courageux d'être en accord avec soi-même quand d'autres tenteront de vous faire croire que vous êtes égoïste. J'ai envie de vous dire, peu importe, vous êtes libre, en fait. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, on a une question. Alors, il y a plusieurs remarques, mais qui font reflet à ce que tu viens de dire. Thibaut qui nous dit il faut prendre le temps de s'écouter. Sandra Pinel, c'est aussi s'accepter tel que l'on est avec nos défauts, nos qualités. C'est aussi accepter que l'on ne puisse pas être Bien sûr. parfait. Et Thibaut te pose une question. Est-ce que c'est pas un peu égoïste de penser à soi? C'est souvent ouais, c'est souvent ce qu'on dit, mais oh là là, mais je suis égoïste. Il faut détacher la responsabilité de l'engagement, c'est-à-dire que il faut rendre la responsabilité aux autres et respecter les engagements qu'on a. Donc effectivement, quand le fait de prendre du temps pour soi, de se recentrer sur soi, de s'occuper de soi, peu importe comment ça se manifeste, vient empiéter sur l'engagement qu'on pourrait avoir. Je prends un exemple tout bête, mais je me suis tellement occupée de moi que mon enfant n'a pas eu à manger ce soir. Bon, effectivement, là, on a un petit peu failli à son engagement de parent. Par contre, on n'est pas responsable si quelqu'un vous dit en face, bah, dis donc, je trouve que tu as passé beaucoup de temps dans la salle de bain à te pomponner ou même à prendre un bain, à te relaxer. On n'est pas responsable en fait de ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas mis cette intention. On n'a pas dit, voilà, je vais égoïstement pour embêter tout le monde, prendre du temps pour moi. Non, c'est une responsabilité qui appartient à chacun. Ce qui va se manifester dans l'autre, c'est certainement une peur en fait. C'est-à-dire que la personne, elle se sent peut-être un peu laissée pour compte ou abandonnée parce que pendant 3 heures, on s'est occupé de soi et que personne ne s'est occupé d'elle, quoi. Donc c'est ça aussi. Donc après, ça dépend des cas de figure, mais non, ce n'est pas égoïste de prendre du temps pour soi. Comme je l'ai dit, plus on est en capacité de s'aimer et plus on va aimer l'autre, parce qu'on va accepter en fait l'autre dans tout ce qu'il est. Aussi, accepter ses qualités et ses défauts, c'est aussi être en capacité d'accepter celles des autres. Donc voilà. Merci. J'aurais une dernière question pour toi et puis après, on sera bon. Puisque tu parles de tes clients, donc ça sous-entend que tu travailles avec des personnes. Est-ce que tu aurais une histoire à nous partager de quelqu'un, une histoire qui t'a un peu marqué pour prendre un exemple concret d'une personne qui se serait réalisée? Oh oui. Ah, qui se sera réalisé. Pardon. Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas qui serait allée vers ce chemin. Bah, Si tu n'en as pas, t'inquiète, hein, c'était vraiment... si, j'en ai. Oh, si, j'en ai. J'en ai parce que naturellement, j'ai commencé en fait à accompagner très naturellement les gens comme ça autour de moi. Donc, ça, au départ, c'était des collègues de boulot.
Et puis après, c'est moi qui ai suivi mon chemin pour faire ma reconversion. Et ces gens-là, je leur ai posé cette question qui est une question magique et je leur ai dit, qu'est-ce qui te nourrit? Trouve ce qui te nourrit. C'est une question qu'on m'a moi-même posée à moi. C'est une question qui n'est pas facile. On n'a pas la réponse tout de suite. On laisse ça dans un coin de sa tête et on écoute. On écoute comment on se sent quand on fait des choses. On écoute ce qui nous éteint le cerveau, qu'est-ce qu'on fait qui fait que ça, wow, j'ai pas vu le temps passer, etc. Qu'est-ce qui nous nourrit, comme je disais, au niveau du cœur? Qu'est-ce qui nous remplit de joie, etc. Voilà. Et quand on commence à s'interroger là-dessus, quand on commence à écouter ça, on commence à sortir un petit peu des petites tiges de réponses comme ça et on commence à comprendre que voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour une amie par exemple qui me dit bah, moi c'est le design en fait, et je lui dis ok, ça te procure quoi de faire du design? Elle me fait mais j'adore, je pourrais passer 8 heures par jour à faire du design. Donc je lui dis bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et forcément des peurs, peur de l'inconnu, peur de manque de sécurité, etc. Tout ça. Et puis bah, en discutant, aujourd'hui elle est freelance et elle a du boulot et elle est designer freelance. Donc voilà, c'est un bel exemple. Ouais, merci. Mais oui, parce que dans tout ce que tu as dit, c'est toujours cette notion de, après, sur le concret. Et c'est pour ça que je t'ai posé cette question. C'est toujours intéressant de voir les choses au niveau concret. Alors, merci beaucoup, Isabelle, pour ton intervention. On va passer à Georges Delamarre, qui nous fait le plaisir de faire une deuxième intervention. La dernière fois, il nous avait parlé avec passion des premiers pas sur la Lune. Aujourd'hui, il va nous parler des recettes de grand-mère, efficacité ou danger. C'est à toi, Georges. Bon, bonsoir à tous, ravi de vous revoir, puisque je trouve ça, c'est une petite réunion très sympathique et qui nous oblige à faire des efforts, à formater un petit peu notre intervention. Et sur le plan intellectuel, c'est quelque chose de très stimulant. Voilà, c'est dit, merci à Jean-Marie. Alors, je vous parle des recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, tout le monde en connaît, hein, beaucoup de personnes les utilisent sans se poser la question de leur efficacité, plutôt par habitude, pas forcément par conviction. Il faut dire que grand-mère a un sacré pouvoir d'autorité, parce que c'est elle qui transmet la recette qu'on lui a enseignée depuis des lustres et que sa propre grand-mère maîtrisait déjà. Avec grand-mère, on ne discute pas. Elle a raison. Elle est l'antériorité, le pouvoir, l'essence même du savoir familial. Bref, elle sait. C'est elle qui nous a consolés et soignés quand petits nous étions rentrés la tête la première dans la baie vitrée ou après la chute de trampoline en appliquant le traitement salvateur sur nos plaies. Alors, le problème, c'est comment classer ces recettes, parce qu'il y a une typologie, c'est un petit peu compliqué, et je n'ai pas trouvé dans les encyclopédies des recettes de grand-mère. On peut en décrire plusieurs sortes. Celles qui sont dangereuses et celles qui ne sont pas dangereuses. Dans celles qui ne sont pas dangereuses, il y a celles qui fonctionnent ou pas. Et dans les dangereuses, il y a celles qui ont une action délétère en aggravant les choses, ou qui ne fonctionnent pas et aggravent quand même les choses. Donc, c'est un double problème. À ce stade, il faut considérer qu'une recette de grand-mère est souvent pluripotente. Elle est efficace sur plusieurs pathologies, de la gorge au pied, en passant par tous les organes situés entre ces deux extrémités. Elle dépend aussi de la saison lorsqu'elle utilise des produits naturels dont la disponibilité est aléatoire. Alors, dans tout ça, on peut retenir que grand-mère est la reine de l'opportunisme. Si elle ne possède pas la thérapeutique idoine, comme le vinaigre de vin, elle n'hésitera pas à utiliser autre chose qui n'a aucun rapport avec le premier produit, mais qui sera efficace, surtout comme placebo, qui est le plus important pour les pathologies bénignes et les bobos infantiles qui guérissent sans aucun traitement. Grand-mère, qui sait faire un bon café, affirmation seulement publicitaire et mensongère, soulignons-le, sait aussi faire de bons emplâtres à la poudre de café moulu qui vient creuser la plaie jusqu'à l'os à l'aide des asticots. Le décapage en profondeur qui en résulte peut se terminer par l'amputation au mieux ou une longue convalescence dans des mains plus expertes. Car elle est opportuniste et économe, grand-mère. Les recettes, c'est comme chez Marmiton. Vous voulez faire un canard à l'orange, vous n'avez pas de canard, vous le remplacez par du poisson. Vous n'avez pas d'orange, vous mettez des pissenlits. Elle remplace le vinaigre par la mayonnaise et l'argile par le yaourt en fonction de ce que contient son réfrigérateur ou au gré de son imagination ou de son inspiration. Maintenant, je sens que l'assistance haletante attend que je révèle les super pouvoirs de Super Nanny ainsi que les secrets.
Comment peut-on soigner avec les recettes de grand-mère et surtout, que ne doit-on pas soigner? D'abord, grand-mère a 3 produits de base terriblement destructeurs. Le sel, l'ail ou l'oignon et le vinaigre. Alors à ce niveau-là, il faut savoir que leur toxicité est forte, d'autant plus que leur disponibilité est importante car on en trouve partout. L'éradication de la famille est donc à la portée de n'importe quelle grand-mère, il faut en être conscient. L'utilisation du sel porte essentiellement sur les plaies, la gorge et le nez et sur les entorses. Pour rester dans le domaine médical, nous dirons indication dermatologique, ORL et orthopédique. En ce qui concerne la peau, quiconque est déjà allé se baigner dans la mer a constaté qu'une plaie ne guérissait pas avec l'eau salée, mais grand-mère n'hésite pas à en saupoudrer directement sur les plaies, ce qui a pour effet de décaper encore plus et de retarder la cicatrisation. En ce qui concerne la gorge et le nez, à des doses dépassant la concentration du sérum physiologique qui est de 9 grammes par litre d'eau, à comparer avec la méthode pifométrique d'une louche 3 fois par jour, les gargarismes à l'eau de mer ou les lavages de nez seront beaucoup plus douloureux que la maladie elle-même. À propos des chevilles, suite à une entorse, le bain de pied à l'eau salée et trop salée, chaude ou trop froide provoque un phénomène d'osmolarité, un gonflement de la cheville, au lieu du contraire, pour peu qu'il y ait une plaie cutanée. C'est le combo gagnant pour les semaines de souffrance. L'ail et l'oignon, en dehors des propriétés connues pour éloigner les vampires, c'est aussi utilisé en purée contre les poux et les oxyures. Contre les poux, ça évite aux autres enfants. Je vois qu'ils rigolent. Contre les poux, ça évite aux autres enfants de se contaminer. L'odeur est répulsive et ça peut avoir une certaine efficacité lorsqu'après plusieurs applications, les cheveux seront tous tombés et que le crâne aura perdu tout son scalp. À éviter toutefois, comme sur l'anus, zone particulièrement prisée des oxyures, qui en rigolent encore. Maintenant, le vinaigre. Là, c'est très important parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vinaigre blanc, vinaigre de vin, vinaigre de bière, balsamique et surtout, c'est naturel. C'est tellement naturel que c'est de l'acide acétique à 6%, c'est-à-dire de la chimie pure. Et ce n'est pas l'arôme qui change quelque chose sur une plaie. C'est toujours de l'acide et seuls les vitres et les plans en inox y résistent. À éviter en dermatologie et aussi en gastroentérologie, ça ne soigne pas les brûlures d'estomac à jeun comme le citron d'ailleurs. Afin de terminer cette évocation médico-culinaire, on peut parler de l'huile d'olive dans les otites, les problèmes dermatologiques ou digestifs. Dans l'oreille, la goutte d'huile chaude sur un tympan perforé est de nature à détruire encore plus le tympan. Sur certains eczémas, ça ne fera rien. Et contre les problèmes de calcul dans la vésicule biliaire, l'effet cholagogue, c'est-à-dire la contraction de la vésicule biliaire, risque de provoquer l'expulsion des calculs entraînant des douleurs. Et maintenant, nous terminons par la traumatologie, l'argile et la cosmétologie, de grand-mère toujours, bien entendu. Alors, il existe plusieurs couleurs d'argile, la rouge ou la verte ayant probablement des propriétés plus puissantes car plus difficiles à trouver. L'argile étant totalement inerte comme matériau, elle n'a pas d'effet clinique en application sur les articulations traumatisées. Chaude ou froide, ce n'est pas non plus sans danger, il faut surveiller la température. Car la température des applications d'argile peut provoquer des brûlures. Et sur les plaies, c'est très inquiétant car il existe aussi une contamination bactériologique de l'argile qui a été trimballée, on ne sait pas. La bonne vieille escalope sur un œil au beurre noir étant aussi efficace de même que les concombres sur les peaux desséchées. Donc, on a des produits qui fonctionnent en cosmétologie. Voilà. En conclusion, et ce tour d'horizon n'est pas exhaustif car il faudrait tenir compte des variations régionales, saisonnières, culturelles ou religieuses, ces nombreuses recettes ne présentent aucun intérêt pour le traitement des affections bénignes qu'elles peuvent aggraver et pour les affections graves qui ne peuvent guérir. Il n'y a aucun domaine dans lequel les recettes de grand-mère sont supérieures à la médecine moderne. Voilà. C'est dit. Bon. Merci beaucoup, Georges. Je vais juste faire partager une petite anecdote d'un patient qui souhaitait soigner son hémochromatose en mettant une éponge sous son oreiller. Ça ne marche pas beaucoup non plus. Alors, sur les questions. Sandra Pinel nous informe que les masques au concombre, ça marche et c'est saillant. Oui, contre la déshydratation, ça marche. C'est exact. Thibault Lebert nous a posé la question, alors je ne sais pas si tu vas savoir, y a-t-il des secrets de grand-mère concernant le ménage?
Et si oui, est-ce qu'il y en a qui marchent ou qui sont dangereux? Concernant le ménage, Oui. non. Non, j'ai rien trouvé de particulier. Il y a toujours le bon vieux vinaigre, hein, c'est le classique, ça nettoie les vitres, mais vinaigre blanc, alors, mais bon, on ne trouve pas de choses très extraordinairement efficaces. Qu'est-ce que tu penses du bicarbonate de soude, nous demande Alex. Alors, le bicarbonate de soude est très, très efficace, puisque quand on a des brûlures d'estomac, ça marche bien, puisque on fait une réaction acide-base, donc on neutralise l'acidité. Le bicarbonate de soude, ce n'est jamais que de la chimie basique, et les bicarbonates, nous en produisons aussi dans notre organisme. Merci. On te propose une vocation de one-man show, si jamais tu veux te reconvertir. Donc, je n'irai pas jusque-là. Et Moka nous informe qu'une laborantine lui a affirmé, et voilà Tapioca qui vient me voir, qu'elle utilisait l'ail pour se protéger du corona. Un avis là-dessus? Oui, c'est très à la mode. Alors, comme on n'a aucun traitement qui fonctionne, on retrouve toutes les vieilles lunes, l'ail, tous les gris-gris possibles et imaginables. Mais bon, ça ne marche pas non plus. Le seul avantage de l'ail, c'est qu'on sent tellement mauvais que ça augmente la distanciation sociale. Donc, c'est une certaine protection naturelle vis-à-vis des gens que l'on pourrait rencontrer, qu'on ne rencontre plus du fait de l'odeur. Merci beaucoup, Georges. Du coup, il n'y a plus de questions. Merci pour ton intervention. Et si ça te va, on va passer à l'intervention suivante. Merci vraiment hein, d'avoir accepté de revenir nous partager ton expérience. Intervention suivante du coup de Jean-Baptiste Alexanian, brillant orateur. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube sur la conversation parce que je suis un fan pour le coup. Et Jean-Baptiste Alexanian a gentiment accepté de développer un sujet que je lui ai proposé, qui est pourquoi les médicaments psychiatriques font-ils si peur? Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi effectivement de participer. Effectivement, je suis psychiatre, j'anime la chaîne Food Normandie. J'espère que vous irez la voir. C'est une vulgarisation scientifique et ce sujet il est intéressant parce que je pense qu'il est assez justifié. Il est assez normal que les gens aient peur des médicaments psychiatriques parce que ce qu'ils en voient n'est pas toujours très, très agréable et très positif. Alors, il y a pas mal de médicaments qui sont assez terrifiants. Par exemple, on peut penser aux antipsychotiques. Les antipsychotiques, c'est des médicaments qu'on donne aux personnes qui souffrent de délire et ou d'hallucination, en particulier les personnes souffrant de schizophrénie. Et notamment quand ils viennent à l'hôpital avec des états qui sont extrêmement graves, eh ben, on leur donne des doses qui sont importantes de ce type de molécules. Et même si ça aide énormément les gens, ça sauve des vies. Hein. Les antipsychotiques sauvent des vies. Les antipsychotiques ont permis de diviser par je ne sais pas combien le nombre de lits d'hôpital. Les antipsychotiques ont permis de finir les asiles psychiatriques et de passer à l'hôpital psychiatrique. Mais effectivement, quand on donne des doses qui sont importantes de ce type de molécules, eh bien, les gens ressemblent un petit peu à des zombies, notamment à cause des effets secondaires qui sont à la fois sédatifs, c'est-à-dire que les gens sont très fatigués, très ralentis, mais aussi à cause des effets qu'on appelle extra-pyramidaux, qui marchent un petit peu comme des robots. Et donc, ça donne vraiment un côté Walking Dead, quoi. Donc, c'est assez terrifiant pour les gens qui voient ça autour d'eux, puis c'est aussi assez désagréable pour les patients. Donc, effectivement, il n'est pas complètement insensé de trouver que les médicaments psychiatriques peuvent être terrifiants et peuvent donc avoir une mauvaise image. Parce que c'est vrai que quand on parle de psychiatrie, on imagine souvent cette maladie qui est terrible et qui fait partie de loin des maladies les plus terribles en psychiatrie, qui est la schizophrénie. Il y a aussi un autre médicament qui participe, à mon avis, grandement à cela, à cette peur des médicaments psychiatriques. Ce sont les benzodiazépines. Alors, les benzodiazépines, c'est une famille de médicaments qui fait partie des anxiolytiques, hein, des médicaments qui diminuent l'anxiété. Et c'est des médicaments qui shootent beaucoup. Donc, il y a aussi un ralentissement psychomoteur qui existe déjà dans la dépression ou dans l'anxiété, mais qui est majoré par ces anxiolytiques qu'on appelle les benzodiazépines. Et donc, finalement, les gens qui sont déprimés, qui vont voir le psychiatre et qui parfois se voient prescrire ce type de médicaments, j'espère le moins longtemps possible,
eh bien, semble être encore plus ralenti, encore plus mou, encore plus shooté. Donc les gens autour se disent, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas encore plus mal qu'avant, c'est une catastrophe. Donc, ce type de médicament aussi participe grandement à la mauvaise image des médicaments de psychiatrie, sachant qu'en plus, les benzodiazépines ont comme des avantages de créer facilement, trop facilement, une dépendance et ou une accoutumance. C'est-à-dire qu'on en devient assez vite accro. Et en plus d'en être accro, comment dirais-je, ça marche de moins en moins bien. C'est vraiment un cercle vicieux terrible. Vous devenez accro à un machin qui ne marche même plus. Bon. Et ça, c'est quand on le prend longtemps. Sur des périodes très courtes, ça pose nettement moins de problèmes. Mais n'empêche qu'effectivement, ça participe à la peur que génèrent les médicaments en psychiatrie, parce qu'encore une fois, quand quelqu'un va voir un psychiatre, s'il se fait prescrire soit un antipsychotique pour X ou Y raison, et ces raisons peuvent être très bonnes, hein, soit un anxiolytique de type benzodiazépine, eh bien, on va voir la personne, finalement, elle est visuellement plus mal. Pour autant, notamment dans le cas des antipsychotiques dans la schizophrénie, encore une fois, ce n'est pas vrai. Hein, les gens vont beaucoup mieux, ça va leur sauver la vie. Petit à petit, les quantités de traitement seront diminuées et puis on trouvera un très bon équilibre pour le patient entre les bénéfices du traitement et puis les effets secondaires. Il n'empêche qu'entre-temps, c'est très impressionnant. Il y a par contre des médicaments qui ont une mauvaise réputation à tort. Je pense par exemple aux antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs, je pense qu'ils ont une mauvaise réputation parce que souvent, ils sont associés aux anxiolytiques dont on parlait tout à l'heure, les benzodiazépines. C'est vrai que c'est des gens qui vont voir le psychiatre ou le médecin traitant, on leur donne un antidépresseur, on leur donne un anxiolytique, et puis d'un coup, ils sont shootés. Alors, on se dit que c'est à cause des antidépresseurs. C'est très rarement le cas. Ça peut arriver, mais c'est très rarement le cas. Les antidépresseurs ne créent pas de dépendance, les antidépresseurs ne créent pas d'accoutumance, donc ils ne créent pas de sevrage pour la plupart d'entre eux. Certains, oui, mais pour la plupart d'entre eux, il n'y a même pas de sevrage. Il n'y a même pas à l'arrêt brutal des symptômes très désagréables. Ça peut arriver, mais c'est quand même nettement plus rare que les benzodiazépines. Donc finalement, ce médicament qui est exceptionnel, hein, qui est l'antidépresseur, qui est un médicament qui marche lentement, c'est vrai, eh bien, il a une mauvaise réputation parce qu'il est souvent confondu avec les anxiolytiques. Et il est souvent confondu avec les anxiolytiques parce qu'il est souvent associé en début de traitement avec les anxiolytiques. Et donc ça, c'est terrible parce que quand on propose un antidépresseur aux gens, ils ont l'image de l'anxiolytique et cette image, elle est négative, selon moi, à juste titre. Je suis un psychiatre, mais je suis extrêmement minoritaire, hein, qui ne prescrit pas du tout de benzodiazépine. Donc voilà, je prescris, s'il y a besoin de détendre les gens en attendant que l'antidépresseur fonctionne, je prescris autre chose. Mais je ne prescris pas de benzodiazépine. Donc c'est vrai que les gens sont souvent, ils confondent les deux. Donc je pense qu'aussi ça participe au problème de cette mauvaise image des traitements psychiatriques. Après, il y a aussi, encore une fois, d'autres médicaments qui fonctionnent très bien et qui ont une mauvaise réputation. Vous prenez par exemple la Ritaline, le méthylphénidate, le Coasim, le Concerta, qui est un médicament qu'on donne chez les enfants ou les adultes qui souffrent d'hyperactivité ou de troubles attentionnels. Eh bien, c'est des médicaments qui ont une très mauvaise réputation. Et alors là, c'est à cause du trouble lui-même. C'est-à-dire que le trouble est controversé. Hein. Il y a des gens qui pensent que c'est des enfants qui sont juste mal élevés. Et il y a des gens qui pensent que c'est les parents qui devraient serrer un peu la vis. Il y a des gens qui pensent que, voilà, plein de choses, que c'est des enfants feignants, que c'est des enfants turbulents, etc. Et finalement, vu que le trouble en lui-même a une image négative, eh bien, le médicament qui est associé a une image négative parce qu'on dit c'est un médicament juste pour tranquilliser les gamins, c'est un médicament, c'est la pilule de l'obéissance. On voit plein de titres comme ça complètement inadaptés. Et pour autant, le méthylphénidate, c'est probablement en médecine, et j'insiste bien en médecine, je ne parle même pas de la psychiatrie, hein, en médecine, l'un des médicaments avec le meilleur rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est un médicament qu'on connaît depuis quasiment 80 ans ou 70 ans. C'est un des premiers médicaments de psychiatrie. On le connaît parfaitement bien, il a été donné à plein de gens, on connaît parfaitement le profil d'effets secondaires. Et c'est probablement un médicament avec le meilleur rapport bénéfice-risque de quasiment de toute la médecine, en tout cas parmi les meilleurs. Je parle dans les pathologies chroniques, hein, évidemment. Les antibiotiques, c'est formidable pour sauver des vies, mais je parle dans les pathologies chroniques. Donc, vous voyez, il y a plusieurs raisons à cette mauvaise image. Il y a d'abord les effets secondaires, comme dans les antipsychotiques ou les benzodiazépines. Il y a la mauvaise image, de la maladie elle-même, hein, comme dans le TDAH. Et finalement, il y a un mélange de tout ça. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'improvise complètement. À peu près 30 secondes. Bon, alors donc je vais conclure là, puis je vais laisser la parole s'il y a des questions. En tout cas, cette mauvaise image, je
pense qu'il y a des médicaments qui en sont en partie responsables et qui méritent cette mauvaise image, comme les benzodiazépines. Il y a des médicaments qui en sont responsables mais qui ne méritent pas cette mauvaise image, comme les antipsychotiques. Et puis, il y a des médicaments qui ne méritent pas du tout cette mauvaise image parce qu'ils sont vraiment formidables, comme les antidépresseurs ou par exemple comme le méthylphénidate. Voilà. Merci beaucoup. Alors, question de Anne Bodeno. Alors, j'ai pas compris la question, donc je vais réactiver ton micro et tu vas poser la question directement. Anne, si tu m'entends. Laquelle? Parce que je crois que je me suis un peu laissée aller, en poser pas mal. Quel traitement mettre en place en plus des antipsychotiques, antidépresseurs? Pourquoi pas de benzo? Voilà, je voulais que tu précises Alors, un peu pourquoi ta pas de benzo? question. Parce que alors, quand il y a besoin de benzo, il faut des benzos. Alors, pour moi, la seule bonne indication des benzos, c'est le sevrage alcoolique, à vrai dire. Bon. Ou les personnes en fin de vie, ou vraiment pour soulager. Et sinon, effectivement, on peut mettre à la place quand on a besoin de soulager quelqu'un qui est très déprimé, par exemple, qui a des idées suicidaires, etc., on peut utiliser d'autres molécules qui ne créent pas de dépendance et qui ne créent pas d'accoutumance. Donc voilà, moi je trouve ça dommage de prescrire des benzos. Je suis extrêmement minoritaire, je tiens à le préciser. Hein. La plupart des médecins prescrivent des benzos de courte durée, et dans ce cas-là, de courte durée, ça me pose déjà nettement moins de problèmes. Merci. Thibaut, comment faire pour arrêter l'image négative des antidépresseurs? Eh ben, c'est exactement ce que nous, on essaie de faire sur la chaîne des Fous de Normandie. Donc, il faut venir regarder la chaîne et il faut partager les vidéos parce qu'on essaie d'expliquer, on essaie d'être pédagogue. On sait que les antidépresseurs, ça fait pousser les neurones. C'est quand même le message fort des antidépresseurs. Les antidépresseurs font pousser des nouveaux neurones dans 2 zones du cerveau, amygdale, hippocampe, et ces 2 zones qui sont impliquées dans la gestion des émotions. Plus vous prenez le traitement antidépresseur, plus vous avez de neurones qui poussent dans ces 2 zones-là, et plus vous êtes capable de gérer vos émotions. Vous voyez, ça c'est un message simple qui est tout à fait validé scientifiquement. Il y a une publication de Nature il y a un an et demi. Enfin, de toute façon, vous verrez la publication sur la chaîne des Fous de Normandie. Voilà, c'est des choses tout à fait validées, qui sont simples à dire et qui changent complètement l'image du médicament. Merci. Alors, Alex a fait un long texte. Alors moi, je pense que en gros, ça veut dire en plus du médicament, il doit y avoir d'autres choses qui viennent autour. Donc là, il parle de l'accompagnement psychothérapique, les évaluations régulières, un étayage, etc. Bon, j'imagine que tu es plutôt Oui, d'accord avec là ça. c'est pas le sujet. Oui, tout à fait, mais ça, Oui. c'était pas du coup pas trop le sujet du jour, mais oui. Ok. Ok. Non, bah, je crois qu'on a fait le tour. Merci. Parce qu'effectivement, les autres questions ne sont pas en lien avec le sujet du jour. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, pour ton Merci à toi. intervention, Merci à toi. d'avoir accepté une deuxième fois Avec de nous plaisir. présenter. Et c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, donc je suis d'autant plus content. Merci. Alors, on va terminer sur l'alcoolisme mondain qui n'existe pas. Ariane Pommery va nous présenter ce sujet. Vas-y Ariane, c'est à toi pour notre dernier sujet du soir. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est compliqué de passer la dernière, hein, parce que vous avez dit tellement de choses passionnantes que bon, je vais essayer de captiver votre attention malgré l'horaire. Bon, voilà, moi, je suis une ancienne buveuse. Je suis une ancienne buveuse. Et donc, j'ai cette grande chance de m'en être sortie. J'ai pris des benzodiazépines, effectivement, pour mon sevrage hospitalier, le temps qu'il a fallu. Et puis, je m'appelle, alors je vais vous donner mon nom complet, c'est Ariane Pommery, Champierre de Villeneuve. Donc, autrement dit, avec ça, vous avez une petite idée de ce que peut être la mondanité, d'autant plus que mon père est un ancien comte. Donc, les soirées mondaines, les soirées fastueuses, les soirées de radis, tout ça, je connais très bien. Et dans ces soirées-là, on ne boit pas du mauvais alcool. On boit de l'excellent whisky, on boit de l'excellent vin et puis du très bon champagne. Et puis tout ça, c'est dans des verres en cristal. Et donc, à partir du moment où on est dans ce cadre-là, eh bien, on se protège. C'est une fonction de protection parce qu'on se dit, après tout, nous, ça va bien. On ne peut pas se représenter comme étant alcoolique, puisque l'alcoolique, dans les représentations sociales, c'est la personne qui n'a pas de travail, c'est la personne
qui n'a pas d'activité sociale, c'est la personne qui n'a pas de famille, qui est SDF, enfin, toutes les représentations associées à l'alcoolique. Et donc, cette histoire d'alcoolisme mondain, c'est un concept, moi, qui m'a éloignée pendant très longtemps du soin, puisque je me rassurais, comme toute ma famille, enfin j'étais comme ma famille, et je me disais, mais non, mais ça va très bien, c'est très mondain tout ça. Sauf que l'alcool soit bu dans des verres en cristal ou directement au goulot, c'est finalement exactement la même chose, c'est de l'alcool pur et simple. Et donc, je viens un peu pour essayer de déconstruire cette idée d'alcoolisme mondain qui finalement éloigne les gens du soin. Et beaucoup s'éloignent et sont éloignés du soin à cause de cette idée-là. Et alors moi, pour faire brièvement mon parcours, moi j'ai commencé à boire à l'âge de 15 ans, c'était en même temps que les parents, hein, donc c'était mon premier punch, c'était du rhum. Mes parents ne connaissent pas très bien le jus de fruits, donc il y avait juste une goutte de sucre, une goutte de citron. J'ai aimé l'effet induit. Et puis, 15 ans, je n'ai pas bu tout de suite, je n'ai pas rebu tout de suite, mais sauf que quand j'ai commencé à consommer de l'alcool, c'était toujours de manière excessive, mais c'était que lorsque je sortais et pas du tout de manière quotidienne. Et puis, je me suis mariée à 20 ans. C'est pour vous dire que j'étais déjà en perte de contrôle, c'est qu'à 20 ans, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je boive trop le soir de mon mariage. C'est-à-dire qu'il y avait quand même déjà un petit souci. Et puis, mon mari m'avait dit, moi vraiment, il y a une catégorie de gens que je ne peux pas encadrer, c'est les alcooliques. Pour moi, c'est minable, c'est des gens qui sont minables. L'alcoolique, c'est celui qui boit tous les soirs. Donc, il avait une représentation vraiment absolument terrible. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, parce que quand je suis rentrée de la maternité, après mon deuxième enfant, j'avais 24 ans, je suis pourtant très heureuse d'avoir mon petit bonhomme, je me suis rendu compte que là, j'avais besoin tous les jours d'une demi-bouteille de vin. Mais comme j'ai très mal élevé mon mari, avec le milieu que je viens de vous exposer, eh bien, le bac de linge, il ne sait pas très bien ce que c'est, la machine à laver, il ne sait pas du tout. La cuisine, on m'avait toujours dit, ma petite, il faut que quand ton mari arrive du travail, il faut qu'il puisse s'asseoir à table et que le dîner soit prêt. Donc, autrement dit, l'alcool était caché derrière les bouteilles d'huile, de vinaigre. Donc, vraiment, j'ai caché mon alcool. Et puis, en fait, j'ai augmenté les quantités petit à petit. Et puis un jour où j'en pouvais plus de cette vie, alors je buvais que le soir, donc vraiment, j'étais encore dans un beau déni, c'est que je me disais, bah, tant que je ne bois pas le matin, bah, ça va, j'ai pas de problème. Et puis tant que j'ai une activité sociale, tant que j'ai un métier, un mari, des enfants, voilà, moi, je ne peux pas être alcoolique. Bon, et puis en fait, ma vie, elle a été, ben, c'était pas drôle, c'était vraiment terrible. Et un jour où j'en pouvais plus de cette vie passée à me cacher, c'est-à-dire que je buvais le soir, donc je me disais, bah, ça va, mais toute la journée, j'étais obsédée par le fait que, est-ce que ça se voit, est-ce que ça se voit pas, est-ce que là, je suis bouffie, est-ce que les gens le voient pas. Enfin, et tout en sortant, en continuant à sortir dans ce milieu, avec cette famille très nombreuse, où pour n'importe quelle occasion, on ouvre du champagne. Là, je ne parle pas trop fort parce qu'il y a ma mère qui est derrière. Je n'ai pas très envie qu'elle ouvre la porte. Parce que quand je lui ai donné le thème, j'ai senti que c'était un peu moyen. Bon. Et l'objectif là de ce soir, c'est un petit peu de libérer. Donc voilà, donc j'ai fini par aller consulter, aller voir un psychiatre et dire. Je suis allée à l'hôpital Bichat voir le professeur Le Joyeux, puis je suis venue dire que je venais parce que je buvais trop. C'était extrêmement honteux. Vous pensez bien que je n'ai pas donné les vraies quantités, hein, parce que ça c'était indicible. C'était indicible. Et il m'a posé quelques questions qui n'étaient pas en rapport tout à fait avec la quantité. Voilà, c'est exactement ce que je redoutais. C'est bon, On elle est est en partie. live. On est en live. Bon, puis au bout de quelques minutes, il me dit écoutez, madame, nous n'allons pas perdre de temps. Écoutez, voilà, vous êtes suivi par mon ami, l'excellent docteur Intel. Il commence à se lever. Moi, je me lève, je prends mes affaires, je commence à récupérer mon manteau en me disant bah, cocaïne, c'est bien ce que je pense. Moi, je ne suis pas alcoolique. Je crois que ce jour-là, je suis allée avec ma plus belle toilette, j'ai sorti tous mes bijoux pour qu'on ne puisse pas imaginer. Et là, il me dit ne perdons pas de temps, madame, je vous hospitalise là, maintenant. Et là, je vous promets, hein, je me suis retournée et je dis oui, c'est bien à vous que je parle. Bon. J'ai été voir la chambre, donc
porte de Saint-Ouen, c'est quand même pas, voilà, c'était pas tout à fait, n'était pas tout à fait mon lieu de prédilection. Et puis, en fait, je suis sortie de là, je me suis assise sur un banc, j'ai pleuré 3 heures, et puis de toutes les façons, cette vie, elle n'avait plus de sens. Donc, je suis venue un mois après pour cette hospitalisation. Et aujourd'hui, mon activité, comme Sandra qui est là, c'est d'être patient expert, c'est-à-dire que c'est d'aider les personnes qui sont encore dans la dépendance à s'en libérer. Et ce que je voudrais, ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que pour toutes les personnes que vous entendez autour de vous qui diraient mais moi, ça va, je ne bois que du bon. Dites-vous bien que ces personnes-là, elles sont en train d'essayer, elles se persuadent qu'en fait, elles n'ont pas de problème. Vous voyez, c'est une manière de se persuader et de vous persuader. Donc, ça veut dire déjà qu'elles ont un niveau de consommation qui est problématique. Ensuite, sur ces idées de oui, c'est du vrai déni, ça. Sur les idées de... Aujourd'hui, on ne parle plus d'alcoolisme, on parle d'alcoolodépendance, qui est un terme qui est beaucoup plus doux et beaucoup moins jugeant, parce que le terme d'alcoolique, il est associé à trop de représentations. Et il y a des critères aujourd'hui qui sont très objectifs. J'ai malheureusement pas le temps de tous les détailler. Bah, ça tombe bien puisque on arrive au temps des questions et Thibault nous demande comment sait-on qu'on est alcoolique. Donc ça pourrait être l'occasion de... J'ai parlé 7 minutes. Ouais, ça y est, là, 7 minutes Ah, mais 37. ça j'ai été dans ma tête. Non, mais ça va, c'est la dernière intervention, on peut... Comment sait-on? Je vais. Oula. Il y a des critères qui s'appellent des critères du DSM-5. Il y a 11 critères. DSM-5. Il y a 11 critères et on sait en fonction du nombre de critères si on a de 2 à 3 critères, si on a un trouble de l'usage qui est léger, de 4 à 5 s'il est modéré ou de 6 à 11 s'il est sévère. Et donc, l'un des critères, c'est le fait de continuer à consommer malgré les conséquences négatives. Je sais que si mon mari me dit que si ça continue, il va me quitter, je le sais, mais je continue quand même. Je sais que j'ai des problèmes de santé, mais je continue quand même. Vous voyez, c'est le fait d'abandonner des activités sociales parce que finalement, je suis mieux à consommer. Enfin, je suis mieux. Je n'ai pas d'autre choix parce qu'au bout d'un moment, la dépendance est là, que j'abandonne tout ce qui m'intéressait auparavant. Voilà 2 des critères. J'en ai des millions d'autres. Bon, il te reste un peu de temps, donc n'hésite pas si tu veux terminer ton intervention. C'est vrai que tu as été interrompu, donc... L'alcoolisme féminin est merci Sandra d'être là. L'alcoolisme féminin est un alcoolisme qui est très honteux. Alors aujourd'hui, la consommation des jeunes filles, elle est différente. Moi, je viens du siècle dernier et l'alcoolisme féminin est très souvent caché. Et que ce soit... mais il y avait toujours cette idée de me rassurer en me disant « Ouais, mais je bois comme les autres. » Alors, ça aussi, un autre petit conseil que je voudrais te donner, c'est quand on a tous une tendance à se comparer et à aller comparer notre consommation à celle des autres. On a forcément en tête, là, tous parmi ceux qui êtes là, vous avez tous en tête de quelqu'un qui, pour vous, est alcoolique, homme ou femme. Et en fait, vous allez vous comparer, vous allez vous dire, ah ben ça va, moi je bois moins que lui ou moi je bois moins qu'elle. Et à partir du moment, et ça, c'est un très mauvais, je vais pas du tout vous rassurer, parce que c'est pas du tout un très bon moyen pour savoir si on a un trouble de l'usage ou pas. Ok, allez, on a le temps pour une ou deux questions. Est-ce que vous n'avez pas, Anne Bodonneau, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la perception sociétale de l'alcool change, par exemple, que les gens forcent moins les personnes à boire en société? Alors, oui, enfin, Sandra qui pourrait autant prendre la parole que moi, quand on consomme de l'alcool, on est sûr et qu'on arrête de boire, on est sûr que tout le monde boit de l'alcool et qu'on va être les seuls à ne pas boire et que c'est horrible. Alors effectivement, les gens boivent moins que ce qu'on peut imaginer. Il y a eu cette grande initiative du Dry January, du mois sobre, où les gens ont pu expérimenter. Donc, il y a une pression, non, il reste quand même une grande pression sociale. C'est quand même, on est toujours obligé de se justifier. Ça étonne toujours quand on ne boit pas. Ok. Mais vous avez des petites astuces, par exemple, moi je sais que quand j'arrive et on me propose de l'alcool, pour les gens qui ne me connaissent pas, je dis bah non, je veux bien un coca. Et alors systématiquement, on m'amène le coca dans le verre à Blanche-Neige, vous savez, le verre à moutarde. Bon, alors maintenant, moi je dis non, mais moi je veux un verre à pied, hein, comme les autres.
voilà, ça fait partie des petites astuces. Et pour vous montrer à quel point cette sorte d'alcoolisme mondain, la peau dure, c'est que j'ai une famille super nombreuse et tout, qui picole beaucoup. Et une de mes tantes m'a dit l'été dernier, hein, alors que j'ai bientôt 10 ans d'arrêt, elle m'a dit dis-moi, Ariane, est-ce que tu crois que des gens comme nous, ça peut devenir alcoolique? Comment on veut dire que j'ai pas pu lui dire, tu sais, Odile, la consommation que tu as aujourd'hui, elle était tellement moindre que celle que j'avais quand j'ai arrêté de boire. Bon, voilà. Donc, c'est autrement dit, l'alcoolisme mondain, c'est une fausse idée. D'accord. Et dernière question, pourquoi c'est plus caché chez les femmes? Parce que Euh, parce ouais. que c'est parce que c'est la une femme, on a notre rôle de mère et moi je fais souvent un exercice dans des formations, c'est que je dis c'est quoi pour vous un alcoolique homme? Alors j'ai bon vivant, j'ai poivreau, j'ai pas de volonté et quand je demande c'est quoi pour vous une femme alcoolique et j'ai mauvaise mère qui arrive systématiquement. Hmm. Or, on ne peut pas s'imaginer comme tel. Voilà. Moi, je me disais, mais je ne suis pas une mauvaise mère, je bois que quand mes enfants sont couchés. Mais voilà, donc c'est assimilé à la mauvaise mère. Ok. Bon, bah Les merci à stéréotypes quand tu nous tous. tiens, oui, oui, oui. Effectivement. Merci Ariane et merci à tous nos intervenants. La semaine prochaine, c'est off. Donc, petite pause dans les interventions. La semaine suivante, on verra si jamais ça redémarre. Peut-être, même si le confinement est levé, peut-être que je ferai un nouveau cycle d'intervention. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement.